Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube, on poste tous les 14h. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. On a une chaîne Facebook DMG TV et TikTok DMG TV. D'ailleurs, les directs c'est sur TikTok les mercredis et vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques. Donc on va écouter aujourd'hui des histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez un like. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. Et donc, première histoire. Bonjour la communauté DMG, bonjour à toute la famille, likez, partagez et commentez. Je viens vous raconter une histoire qui n'a pas encore fait une semaine. C'était sur la route de l'Ouest. Il y avait une femme dans le bus avec son enfant et un monsieur assis à côté d'eux. Sur le trajet de la route, l'enfant demandait beaucoup à boire de l'eau. Et la maman n'avait pas d'eau à boire, elle a demandé l'eau à boire à son voisin. Et son voisin leur a donné l'eau à boire. Ils ont bu, elle et l'enfant. Maintenant, ils ont roulé. Arrivé à un endroit, on a fait un arrêt de pipi. Maintenant, tout le monde devait descendre, tout le monde qui a envie de pisser devait descendre pour aller faire pipi. Arrivé donc, la dame entre pour faire pipi, le pipi ne s'arrête pas. Elle a pissé pendant près de 30 minutes, ça ne s'arrêtait pas. Et son enfant était dans le bus. Et le voisin était toujours dans le bus. Maintenant, quand le chauffeur voulait décoller pour partir, voilà donc les voisins qui disent que voilà la dame qui est sortie depuis. Elle est partie, elle n'est pas encore revenue. Et voilà son enfant dans le bus. C'est là où on va dans la douche, puisqu'il y a les douches, il y a un endroit là, et puis à route, il y a les douches. On va la chercher dans les douches et on la retrouve toujours en train de pisser. On lui demande que depuis là, elle pisse, ça ne s'arrête pas, pourquoi? Elle dit qu'elle ne sait pas. Elle a bu l'eau du voisin. Et depuis qu'elle est entrée ici, là, il fait que pisser, ça ne s'arrête pas, elle n'arrive pas à couper les pipis pour revenir dans le bus. Bon, ça a été un peu compliqué. On a allé appeler le voisin en question. On a demandé au voisin que lui, il vient aussi voir ce qui se passe. La femme a bu son eau et puis les urines ne s'arrêtent pas. Maintenant, le monsieur dit alors que pour que ça s'arrête, la femme doit lui toucher son sexe. Bon. La femme a d'abord refusé, il y avait beaucoup d'insistance. On lui demandait que bon, tu ne veux pas faire ce qu'il demande, tu vas pisser ici là jusqu'à quand? Voilà, tu as coupé, les puits ne font que sortir, comme c'est le robinet qu'on a ouvert, tu vas donc faire comment? C'est alors comme ça qu'elle prend la main, elle met devant le pantalon du monsieur. Directement quand sa main touche devant le pantalon, les deux ont disparu. Et l'enfant est resté dans le bus. Tout le cas a été vraiment, c'était très compliqué ce jour. Tout le monde était étonné. Donc, la morale de l'histoire, c'est de toujours éviter de demander les choses des gens. Éviter que tu vois quelqu'un que tu ne connais pas, tu lui demandes, oh, je veux l'eau, je veux ceci. Tu prends un transport en commun, tu ne connais pas qui est qui. Tu te mets à demander les choses des gens. Non, c'est pas bon. Évitons de demander les choses même dans la rue. Évitons. Et conseillons nos enfants d'éviter de demander aussi les choses dans la rue. Si en évitant cela, on peut être un peu épargné, même comme le dehors est mauvais. Merci. Commentez. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Allô, bonjour DMG. Comme accoutumé, veuillez s'il vous plaît partager, liker et surtout informer sur les frères et sœurs afin qu'ils puissent eux aussi venir écouter toutes ces histoires que nous racontons. D'abord DMG, j'aimerais te dire merci, vraiment merci beaucoup pour le travail que tu fais. Comme on a tendance à dire que Dieu te bénisse, sérieusement que Dieu te bénisse, parce qu'il faut dire que
tu fais vraiment quelque chose de grandiose. Et depuis ce moment-là, je t'assure que moi-même, personnellement parlant, même en rêve, mon cher, je suis prudent, même en rêve. Au début, ou disons auparavant, bien avant de connaître ton émission, bon, les rêves venaient, bon, comme ça, comme je faisais, je suis vraiment un songeur, je songe beaucoup, vraiment beaucoup. Et ma fille aussi, ma femme surtout même. Et du coup, maintenant, je leur ai dit, même en rêve, combattez, mon cher. C'est vrai qu'on laisse tout dans la main du Seigneur, et ça c'est bien. Mais si Dieu nous permet, le Seigneur nous donne la force de combattre même en rêve, alors qu'on combat et qu'on l'appelle. Bon, moi j'ai eu déjà à combattre. Même mon rêve qui était un peu tout blanc, je veux dire. Bon, je suis pas venu pour raconter mon rêve. Je suis juste là pour raconter une toute petite histoire. Donc déjà au passage, j'aimerais dire merci encore une fois à DMJ parce que j'ai suivi les histoires que tu as bien voulu publier et j'espère que cela va aider tout un chacun de nous à prendre conscience. Il y a même deux de mes histoires qui sont passées directement, je peux dire dans l'épisode 611, 610. J'ai été très émerveillé, je te dis merci pour cela, que Dieu te bénisse encore. Du coup, aujourd'hui, je lance cette petite histoire-là qui m'a été racontée par ma grande sœur depuis la Côte d'Ivoire. Moi, c'est Léonidas d'Italie, vous savez très bien, je vous ai déjà dit, jeune frère. Vous savez que dans la commune, là où s'est passé ce drame un peu que j'appelle donc mystérieux, c'est à Benjerville. Je vous ai dit que c'était ma commune, c'est ma commune qui m'avait grandi, donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées là-bas. Voilà encore, il y a cela 2 semaines, il y a ma grande sœur qui, dans les conversations, je disais, mais apparemment, on dit qu'il y a de la pluie, il y a l'eau qui tue des gens, vraiment. Elle dit, hey, mon petit frère, franchement, c'est vraiment catastrophique. Il dit, mais depuis la Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu des inondations comme ça. Ou tellement que les gens sont en train de construire n'importe comment, ils oublient même de faire la canalisation. Du coup, l'eau envahit même des personnes. L'eau rentre même jusqu'à la maison. Bon, donc l'histoire commence comment? Elle me dit comme ça que, avec la pluie qui est venue vraiment en abondance, qu'on n'a pas compris pourquoi, vous savez que le marché de Benjerville a été déplacé. Il était auparavant vers la Copec en hauteur. Pour ceux qui sont de Benjerville, qui sont de la Côte d'Ivoire, ils savent de quoi je parle. Donc, là-bas, le marché a été décentralisé et décentralisé. Il est apporté, je crois, au Kaolo, quartier Kaolo, quelque chose de genre. Or, ce quartier-là, franchement, généralement, c'est un peu une zone un peu baffonneuse où il y a de l'eau qui stagne, tout ça, de plus souvent. Donc, ils ont décidé de déplacer le marché là-bas afin de réhabiliter l'ancien marché qui n'était pas fait vraiment comme ils le veulent. Et jusqu'à présent, bizarrement, le marché n'est même pas encore terminé. Donc, les bonnes vieilles mamans qui parlaient petites, je sais pas, marchandises, les petites choses qu'ils vendent, disons, et elles se sont obligées de se déplacer pour aller vers ce côté qu'on appelle quartier GIB, quelque chose comme ça. Je sais pas encore bien. Et il se trouve que avec cette pluie monde qui est arrivée, vraiment le coin est carrément inondé. Et généralement, quand c'est comme ça, il n'y a plus trop le marché, quoi. Certaines personnes sont obligées d'enjamber ou bien patrouiller dans la boue, parce que vraiment, vous connaissez nos marchés terre à terre, là. Donc, quand il pleut en abondance, les mamans elles n'ont plus cette force-là. Bon, disons, elles n'ont plus où mettre, je ne sais pas, les cultures vivrières, les trucs qu'elles vendent, donc c'est un peu compliqué. Certains qui ont encore les moyens, qui font des petites tables, vous connaissez les tables au pays, certains qui ont encore les tables au pays, ils vont et ils disposent je sais pas, les friandises, bon pas les friandises, le truc du marché, les oignons, les tomates, le poisson, bon, chacun essaie de continuer tant bien que mal ce qu'elle faisait de l'autre côté, quoi. Sauf que là, c'est une petite restriction qui est la boue. Quand il pleut, l'eau n'évacue pas très bien, ça stagne, ça crée la boue. Le ruissellement aussi, quand ça vient, c'est pas que ça vient seulement avec de l'eau, ça ramasse tout ce qui est sur la route. Comme la Benjerville aussi est légèrement en pente, nous on disait bien qu'on était encore à Benjerville. Si tu montes pas, alors tu descends. Donc, c'est une histoire comme ça. Et il se trouve que dans ces 2 semaines passées là, nous on a appris qu'il y a vraiment une mauvaise nouvelle qui est arrivée dans la ville de Benjerville, le revenu, ça a cassé des maisons, c'est entre certains, ça a emporté d'autres même. Il s'est trouvé qu'au marché, il y a un monsieur, un gentil monsieur, selon ce que ma grand s'est dit. Tout le monde le connaît au marché, il a je sais pas comment on appelle ça, cloche dans la main, il est là, il tape, toco, 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 toco. Apparemment, c'est un Nigérien, quelque chose comme ça, Naoussa. Il vend les friperies. Sûrement, ceux qui sont à Benjerville le savent. Ça, je rencontre ça parce que c'est ce que ma grande sœur m'a dit.
Donc, ils vont les flipperer, le gentil monsieur. Du coup, tout le monde le connaît. Quand tu as besoin de 2 ou 3 trucs, tu y vas, et puis bon, tu trouves ta joie, quoi. Et puis bon, après, tu rentres. Donc, le monsieur, il n'est pas accoutumé. Ce jour, les sont rendus au marché. Mais tout en sachant que le marché n'était pas trop accessible. Bon, comme lui, c'est un homme bien grand détail et que bon, il a l'habitude de connaître puisqu'il maîtrise bien le marché. Parce que si tu ne fais pas attention à des caniveaux qu'ils ont creusés, quand l'eau vient, l'eau inonde tellement que tu ne peux pas, si tu n'es pas un connaisseur, tu es capable même de faire engloutir par le caniveau. Du coup, un caniveau peut-être à ciel ouvert. Donc, comme ça, certaines femmes aussi sont parties parce que c'est ce que j'ai eu comme information. L'eau est tellement montée qu'on ne voyait même pas même le niveau des tables. L'eau passait au-dessus des tables. Vous vous en rendez compte? Donc, c'est carrément beaucoup d'eau qui passait par là jusqu'à la lagune quelque part là-bas. Donc, ce qui fait que le monsieur, lui, maintenant, il s'est déplacé. Moi, je ne sais pas ce qu'il a pris. Il est parti au marché. Et il lui est venu comme ça d'aider toutes les vieilles mamans qui sont là. Donc, souvent, certains avaient du mal. Parce que certains partaient pour sauver ce qu'elles pouvaient, quoi. Se déplacer la table ou bien enlever certaines choses qu'elles avaient laissées au marché pour le lendemain. Bon, à chaque fois, d'autres crient, aidez-moi, aidez-moi. Le gars, il va, il donne un coup de main à la maman, il la fait sortir du coin, il la dépose de côté et il partage encore dans l'eau, il cherche encore des âmes à sauver. Et après cela, il trouve encore une autre personne, il sauve. Il a sauvé 3 ou 4 mamans comme ça, 3 ou 4 vieilles femmes. Maintenant, on s'est dit, bon, il était là, les gars disent, mais mon frère, il faut sortir, c'est fini, il n'y a plus personne. On ne sait pas par quel, je ne sais pas, comment dire, on ne sait pas comment est-ce que ça s'est passé. Derrière lui, il s'est trouvé 2 enfants qui étaient en train d'être, comment on appelle, emportés par l'eau. Certains disent que ces enfants sont sortis de nulle part. Nulle part. Bon, quand l'eau passe, tu vois très bien que le coin est très vaste. En fait, tu vois s'il y a quelqu'un déjà même les mamans qui patauchaient dans l'eau, il arrivait à les tirer. Donc, ils les voyaient même à distance et ils partaient comme ils connaissaient le marché. Ils savaient où mettre le pied, où il ne fallait pas mettre le pied. Donc, c'est une plaine, en fait. Donc, le gars, il partait, il retirait la maman, il la met sur le bord de la route. Et puis, bon, elle se débrouillait ça. C'est comme s'il faisait pour aider. Et puis, il était bien grand détail. Mais non, c'est pas par quel miracle ces 2 enfants-là, je dis bien 2 enfants, sont sortis de l'eau, bon, qui ont été ruisselés par l'eau, et comme ça, elles sont en train de crier. Tout le monde regarde, mais d'où sont sortis ces enfants-là? Le gars, il va pour pouvoir faire sauver les enfants, il les retire, les enlève, parce que comme je dis bien, il connaissait bien le lieu. Donc, il va, il les fait sortir, les enfants regagnent, bien sûr, je peux dire le rivage ou bien la terre ferme, et lui, en voulant sortir, il enjambe, on ne sait pas quoi, et il glisse, il tombe dans l'eau. Un monsieur bien grand détail, dès qu'il tombe dans l'eau, tout le monde l'entend, aidez-moi, au secours, aidez-moi. C'est maintenant à lui de crier au secours, d'appeler au secours. Aidez-moi, au secours, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Pouf, l'eau l'a pris et l'eau est partie avec lui. Et bizarrement, la chose bizarre, c'est que ces 2 enfants qu'il a sauvés, on ne les a plus vus. On ne sait même pas d'où ils sont arrivés, où ils sont partis. Les enfants ont carrément disparu. Et le monsieur, l'eau l'a emporté. Après, je ne sais pas, 2 ou 3 jours, on a retrouvé d'après ce que ma soeur m'a dit, on a retrouvé son corps et vers mamie fêtait l'autre côté sur la rivage, au bord là-bas. D'où sont sortis ces enfants? Jusqu'à présent, personne ne le sait. C'était des enfants de certaines personnes qui étaient dans la ville de Benjerville. Point d'interrogation. Quelque part là-bas, certains disent que c'était des génies de l'eau qui cherchaient bien sûr une proie. Et comme lui, à chaque fois, il cherchait à sauver, eh ben, ils ont dû le prendre lui pour lui dire, bon, bien fait pour toi, on verra si tu sauveras encore notre nourriture quotidienne. Donc, c'est juste pour vous dire, frères et sœurs, quand il y a des situations vraiment dramatiques, on ne dit pas de ne pas aider les gens, mais aider les gens au moins avec c'est-à-dire qu'il faut que le Seigneur vous mette ça en cœur, ou bien il faut que vous demandez la permission. Ceux qui ont regardé un peu, il y a un film quand on parlait, il faut sauver le soldat Ryan, où le mec disait que lui, il ne veut pas toucher l'âme. Il est allé en guerre sans arme, ben, avec les Japonais et autres là. Ben, vous vous rendez compte qu'à chaque fois qu'il partait sauver, il demandait au Seigneur, il dit, Seigneur, aide-moi encore à sauver un autre. Encore un, Seigneur, aide-moi encore à sauver, au péril de sa vie. Donc vraiment, comme je le dis, si vous savez que vous n'êtes pas blindé spirituellement, parce que les esprits de l'eau sont aussi forts, sont aussi plus puissants que vous, si vous ne vous donnez pas une puissance ainsi plus fort qu'eux. Donc ce monsieur, on ne sait pas sur quoi il comptait, il a bien voulu sauver, il a sauvé vraiment certains moments. Dieu merci, aujourd'hui certaines familles sont contentes que les mamans à la maison, les grandes-mères à la maison, les tantes à la maison, les soeurs à la maison. Mais ces 2 enfants, dont on ne sait d'où ils sortent, qui par eux, aujourd'hui l'eau l'a envoyé et il n'est plus de ce monde. Vraiment, tu n'as pas quitté ton pays, venir mourir dans un autre pays étranger où tu es venu faire des affaires. L'eau l'a emporté et il est mort.
Et cette même eau-là, d'un autre côté, parce que c'est pas si on doit dire un déluge à Abidjan, mais vraiment quelque part là-bas, on a même perdu une connaissance dans un baka. Les transports en commun, là, les Mercedes-Benz, bon, pas les Mercedes, oui, les Sprinters, comment on les appelle, là, les baka. À Abidjan, on les appelle baka. C'est les transports en commun où chacun essaie de prendre. Les riverains, ils utilisent ça pour pouvoir se déplacer au marché, à Djamé, dans les rues. Donc, sur le net, nous-mêmes, on a vu l'eau qui emportait le baka. Et dans ce baka que nous, on regardait ici, on ne savait pas qu'il y avait une connaissance. Ça veut dire que le mari, la femme d'un des cousins éloignés de mon jeune frère, tu comprends, c'est après parce qu'ils ont retrouvé son corps plus tard. Le baka était enseveli et par l'eau avec la boue, elle était dedans, elle est morte. Donc, souvent, quand on regarde les choses, on se dit, ça arrive aux autres, mais ça peut aussi arriver à nous. Qui aurait cru que cette jeune sœur qui partait au travail, ou non, qui revenait du travail, je crois, elle revenait du travail, aujourd'hui, elle n'est plus. Donc, vraiment, faisons attention. À chaque fois que nous sortons, prions, demandons pardon à Dieu. Si ce n'est pas nos ennemis, ou c'est encore nos ennemis qui sont derrière, qui poussent les choses, et qui poussent même la nature, parce ils ont la force de manipuler. Ils poussent la nature. Donc, prions, et vraiment, soyons blindés, comme on dit. Et c'est un peu ce que je tenais à dire. Donc, vraiment, le sauveur qui n'a pas pu être sauvé. Voilà la fin de l'histoire. Faisons attention. Merci à tous. Merci JMG. Merci encore. Et il y a ma femme qui dit qu'elle attend que tu publies son histoire. Elle a encore d'autres histoires. On a une histoire à raconter, mais qui est vraiment personnelle. Et franchement dit, j'espère que tu vas raconter ça parce que ça parle bien sûr de tous les Européens qui rentrent au pays. Merci et bonsoir à vous tous. Je salue de par là aussi, comme il s'appelle déjà, l'homme de l'ombre. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Commentez, likez, partagez. Bonsoir DMG TV, bonsoir à toute la communauté. Je ne sais pas à quelle heure vous écoutez mon histoire, mais je vais dire bonjour, bonsoir. Je vais vous conter cette histoire. Elle s'est passée au Congo-Brazzaville, plus précisément dans la ville Océane, au nom de Pointe-Noire, pour toutes celles qui connaissent et pour tous ceux qui connaissent. L'intitulé de mon histoire est la convoitise, la mauvaise convoitise, s'il faut dire. Donc, il s'agit de l'histoire d'un jeune homme. Un jeune homme beau, chic, comme on dit, qui avait tout pour lui, qui avait un bon travail. Voilà, c'est un jeune homme qui s'amusait bien. Donc, comme pour habitude, vous savez que les jeunes en Afrique, bon, souvent, après le travail, ils soient soit au bar ou soit dans un restaurant, ou encore pour certains, ils s'asseyent devant la parcelle pour discuter avec des amis. Une fois, il y avait un groupe de jeunes qui ont décidé d'aller prendre un verre dans un bar. Donc, arrivé dans un bar, parmi les jeunes, il y avait ce jeune homme-là. Ce jeune homme qui rencontre une fille dans le même bar et cette fille était aussi dans un autre groupe. Donc, c'était un groupe de femmes en tenue commune. Comme vous savez, en Afrique, quand on part à un deuil, habituellement, les femmes s'habillent de la même façon avec le même panier, le même modèle ou le même panier. Bon, vous savez comment ça se passe. Donc, ce jeune homme-là, dans le groupe, il devient attiré par l'une des filles, en fait. Et quand il fait signe, en fait, il parle à ses amis, il dit « Oh, mais regardez et tout, la fille, elle me plaît, elle est vraiment belle. » Et il fait un signe de la main pour appeler la fille. Il fait un signe une fois, deux fois, trois fois, la fille ne répond pas. Donc, il décide de se lever parce que ce jeune homme-là, c'était un téméraire. C'était le genre de jeune que quand il drague une fille, elle accepte parce qu'il avait tout pour lui, il avait de l'argent et tout, il était beau. Donc, il dit, ah, moi, de toute façon, personne ne me dit non. Donc, il se lève, il dit, hey, mais mademoiselle, je suis en train de te parler, tu ne réponds pas. La fille, elle ne répond pas. Donc, il a dit, allô, oui, mademoiselle, elle ne répond pas. Donc, quand il retourne, ses amis se mettent à se moquer de lui. Ils ont commencé à rire. Ah, t'as vu et tout, toi, tu te prends trop la tête. Il a dit, oh, c'est pas grave. Aujourd'hui, je ne suis pas sur mon jour, donc c'est pas grave. Quand ils finissent de prendre leur verre, ils retournent tous chez eux. Sur la route,
de la maison, donc il rentre avec un de ses amis. Son ami il dit, ah, mais c'est quand même bizarre. Moi, la fille à qui tu as parlé, la fille que tu as aimée dans le bar, je l'ai trouvée bizarre parce que à chaque fois que tu lui faisais un signe de la main, elle ne te regardait pas. J'avais l'impression qu'elle ne te regardait pas. Et après, il a dit, ouais, bon, peut-être que c'était une fille qui voulait faire son malin et tout. Ils sont partis. Le lendemain, le jeune homme, comme par hasard, il sortait. Et il était dans sa ruelle, il se déplaçait pour prendre un taxi. En allant prendre un taxi, il retrouve encore la même fille dans la ruelle. Il dit, mais elle ressemble à celle que j'ai vue hier dans le bar. Et donc il dit, ah, oui, allô, madame, mademoiselle et tout. Elle se retourne pas. Le jeune homme dit, aïe, elle est quand même compliquée parce que depuis là, je suis en train de l'appeler, elle fait des manières, mais je suis sûre que c'est la fille. Donc, il court pour la rattraper, il se met devant elle, à son niveau, je pourrais dire. Il dit, mais toi, je t'ai vu hier dans le bar, là, je t'appelle, tu veux pas venir. Pourquoi tu te comportes comme ça? Elle répondait pas. Quand on vous dit qu'on drague pas n'importe qui, on convoite pas n'importe qui, là, c'est ça. Il dit, aïe, mais moi, je te parle, tu réponds pas. Et donc, la fille, elle se fait un sourire, elle lui répond. Elle lui dit, tu sais, tous les hommes avec qui je sors meurent. Et il dit, ah, arrête-moi ça et tout. Il a forcé, et elle a fini par donner son téléphone, son numéro de téléphone. Lui, il a pris ça comme un challenge. Il s'est dit, oh, la fille, elle veut me démotiver. C'est juste quelque chose pour me démotiver et tout. Donc, il a pris le numéro le numéro de la fille. Ils ont commencé à se parler, ils ont commencé à discuter. Et un soir, il appelle son ami. Il dit, ah, tu te rappelles la fille qu'on avait rencontrée dans le bar? La fille là même, je l'ai revue le lendemain dans la rue. Elle m'a donné son contact. Donc là, on parle et tout. On sort ensemble. C'est bon, c'est calé. Ils ont commencé à se parler comme un bon couple. Ils ont passé 1 mois en train de se parler. Et donc, le monsieur, finalement, il a dit, ah, mais ça fait quand même un bout de temps et tout qu'on parle. Je veux qu'on passe la journée ensemble. Et donc, il a dit à la fille, est-ce qu'on peut organiser une petite sortie et ensuite on va aller, voilà. Je ne suis pas obligée de rentrer dans les détails. Donc, le soir, ils sont allés au resto, ils ont mangé et après, il lui dit, mais où est-ce que tu veux qu'on parte? Je t'emmène chez moi. Il dit, oui, on va chez toi. Arrivé chez lui, chez le jeune homme avec la fille, donc il se passe ce qui se passe. Donc, il commence à avoir de l'intimité. Avant de commencer, la fille lui dit encore, moi, je te répète que tous les hommes avec qui j'ai de l'intimité meurent. Et il a pris peur. Il a dit, mais cette histoire, elle devient vraie. Mais sur le feu de l'action, il a dit, ah, je vais quand même faire. Là, il est en train de me raconter n'importe quoi. Donc, il s'est passé ce qui s'est passé. Et puis, le lendemain, elle est rentrée chez elle. Elle a dit, oh, je dois rentrer chez moi. Et le jeune homme a dit, oh, mais bébé, ça fait quand même 1 mois qu'on se parle et tout. Là, on a fait les trucs. Donc, moi, je veux quand même savoir où tu habites. Et de loin, elle dit, tu sais, au bout de la rue, là, c'est là-bas que j'habite. Tu as vu là-bas. En fait, elle a expliqué. Donc, il allait déposer la fille dans son quartier et la fille ne l'a pas emmenée devant la porte. La fille a dit, arrête-toi là. Donc, il s'est arrêté en taxi et elle a commencé à guider son copain. Elle a dit, tu vois le bout de la rue, la parcelle, le portail à gauche, c'est là où j'habite. Elle a donné son prénom, je m'appelle Raïssa, c'est là-bas. Donc, la prochaine fois quand tu auras envie de me voir, tu arrives là, tu frappes, tu dis, je veux voir Raïssa. Ok. D'accord. Il est allé, il a déposé sa copine, Raïssa est partie. Il a vu ses amis. Il a dit, ah, mais regardez, j'ai vu Raïssa hier, c'est bien passé. C'est vrai que ça a pris du temps, notre relation est quand même bizarre. Ça a pris 1 mois avant qu'il se passe de quoi, mais finalement hier, ça s'est passé. Et elle m'a dit un truc qui m'a quand même choquée. Et son ami, un de ses amis qui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit que toutes les personnes avec qui elle couche, toutes les personnes avec qui elle a de quoi décèdent. Et il y a un de ses amis qui dit, gars, toi, attention, hein, il faut pas faire, tu vas faire ça avec un mort. Et ils ont commencé à rigoler. Et les jours passèrent, il a commencé à mal se sentir. Il avait mal au ventre, il devenait
fade. En tout cas, il était devenu bizarre. Donc, il décide de partir à l'hôpital. À l'hôpital, on ne voyait rien. Il décide de partir. Où est-ce qu'il n'est pas parti? Et finalement, ses parents décident de l'emmener à l'église, chez des gens qui jouent les coris. Et la personne dit, mais la personne à l'église d'abord dit, mais toi, tu es parti quelque part. Là où tu es parti, là, c'est pas bon. Mais souvent, bon, on dit souvent que les gens d'église font des trucs spirituels, mais pas comme d'autres praticiens, s'il faut dire. Donc, finalement, ils ont fini chez les marabouts, chez un lanceur de coris et marabout. Le marabout, là, le marabout va vraiment en profondeur, lui dit que moi, je vois que tu as eu une affaire avec une personne qui n'est plus de ce monde. Donc, c'est pour ça que tu es comme ça. Mais, vu que tu as tellement pris du temps avant de savoir réellement ce que tu avais, moi, je te conseille de partir voir les parents de la fille. Peut-être que eux, ils vont t'aider. Parce que là, tu es arrivé à un stade vraiment où tu ne peux pas avancer. Donc, par désespoir, ses parents l'ont pris. Ses parents l'ont emmené chez Raïssa. Chez soi-disant Raïssa. Et lui, il ne croyait pas, en fait. Il pensait qu'il était dans un rêve. Il a dit au marabout, il a dit, mais elle n'est pas partie. Elle est vivante. Raïssa est vivante. Elle m'a dit qu'elle habitait là-bas. Elle est vivante. J'ai vu Raïssa pendant 1 mois. Elle est vivante. Le marabout a dit, si vous êtes en train de penser que moi, je vous raconte des foutaises, il faut partir. Donc, son père et sa mère, qui l'avaient accompagné voir le marabout, sont partis voir Raïssa. Coco. On a ouvert la porte. Regardez, on est venu avec notre fils. Ils ont raconté l'histoire. Ils ont dit, notre fils a rencontré Raïssa. Voilà. Ils ont expliqué comment ils se sont rencontrés. Et la mère de Raïssa qui a commencé à pleurer, qui a dit, effectivement, oui, que le jour où votre fils a rencontré Raïssa, c'était le jour de son enterrement. Raïssa, là, que vous voyez, est décédée dans le bar. Elle était partie prendre un verre avec ses amis et Raïssa était morte d'empoisonnement. Donc, son esprit a sûrement dû se retrouver dans le bar. Et donc, le jeune commençait à faire un lien du jour où il a commencé à convoiter la fille et que la fille ne répondait pas dans le bar. Donc, en fin de compte, que même les personnes qui se trouvaient dans son groupe ne savaient pas que Raïssa était là. On ne sait pas comment ça s'est passé, mais voilà, c'est ça l'histoire. Ils ont dit, oui, Raïssa elle avait été empoisonnée dans le bar, elle est décédée dans le bar. Et c'est comme ça. Donc, après, ils ont essayé de faire quelque chose, ils ont essayé de partir à l'église, mais c'était vraiment trop tard. Donc finalement, le jeune homme était décédé. C'est juste pour vous dire que les hommes, on ne drague pas tout le monde. Surtout dans les bars, le soir, c'est pas bien de draguer. Puis même dans la rue, disons en gros, c'est pas bien de draguer bêtement. Surtout quand une femme te dit non, il faut tracer son chemin. Il ne faut pas insister parce que peut-être que la personne te dit non parce que tu as une belle âme et que cette personne fantôme, je sais pas, a peut-être pitié de toi. Mais quand tu insistes, c'est là où souvent le diable profite. Donc voilà, faites attention à vous. Merci de vous abonner, merci de commenter et je reviendrai prochainement avec une autre histoire. Bye bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour DMG. Cette histoire s'est passée en 2010. C'est mon histoire. Je me rappelle bien. Ce jour-là, j'étais à la maison. Et c'est là où un papa vient cogner chez nous, là. Je peux donner le nom, mais c'est pas mon nom. Est-ce que Jamila est là? C'est mon père qui était là. Il ouvre la porte, il dit que oui. Il a cherché pourquoi. C'est là où le monsieur lui dit que non. C'est pour le travail. Puisqu'en ce moment-là, je cherchais les petits stages. Il dit que c'est pour le travail. Le papa lui demande que, mais le travail, ça concerne quoi? Il dit non, c'est pour vendre dans une boutique. C'est là où le père m'appelle. Il me dit que tu as demandé le travail ici, quelque part. J'ai dit que oui, j'avais demandé. Il me dit ok, voilà quelqu'un qui te cherche. C'est là où il tourne son dos, il part. C'est là où le monsieur me demande alors donc mon numéro de téléphone. Il me dit que c'est un monsieur qui cherche une vendeuse dans une boutique.
J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est là où je lui passe mon numéro au papa. C'est là où le papa me dit que, ok, le monsieur va t'appeler. Il ne vit pas ici, il vit à l'étranger, mais il va t'appeler. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est là où le papa porte ses pieds, il retourne et il s'en va. Et j'entre dedans, je continue à faire ce que j'avais à faire. En soirée, c'est là où mon téléphone sonne, je vois un numéro que je ne connais pas. C'est quand je décroche, le monsieur me dit, oui, allô, bonjour. Je dis, bonjour, c'est Jamila, je dis oui. Il me dit, ok, j'ai une boutique à Bonapriso et je cherche une vendeuse. Je dis, la boutique, qu'est-ce qu'on vend à l'intérieur? C'est là où il me dit, non, ce sont des vêtements des filles, sous-vêtements, les trucs comme ça. J'ai dit, ok. Il me dit, on peut se voir quand? Je lui dis, non, demain, parce que maintenant, c'est déjà la nuit et je ne peux pas sortir. Donc demain, on peut se voir en journée. Il me dit, ok. Demain, à quelle heure? Je lui dis que non, votre heure, ça serait mon heure. C'est là où il me donne... il me dit, ok, dans l'après-midi, je vais t'appeler. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'étais assise là dans l'après-midi. C'est là où il m'appelle. Il me dit que, ok, prends la moto. On se retrouve à Bonapriso. J'ai dit, ok, c'est comme ça que je prends la moto. Quand j'arrive, comme je ne le connaissais pas, quand j'arrive là-bas, je l'appelle. Il me dit, ok, tu vas me voir en culotte là. Quand je le vois, il est sorti du portail. Il me dit, c'est toi, Jamila? Je dis oui. Il me dit, allons. Quand il le voit, il me dirige vers dans la maison là où il est sorti. Je lui dis que, mais la boutique même est située où? Il me dit que c'est situé quelque part ici, là, à Bonapriso. Mais il va falloir d'abord qu'on cause avant que je parte voir la boutique. J'ai dit, ok. J'étais toute innocente là, je me disais que on va causer juste et il va aller me montrer la boutique. Déjà que j'ai même besoin d'un truc que je dois faire, ça tombe bien. C'est là où il me fait entrer dans son appartement. Quand j'entre, j'ai fait un constat quand même sur la table. Il y avait les euros versés sur la table. Beaucoup d'argent s'était versé. En fait, je n'ai rien compris. J'ai dit que mais peut-être ce monsieur était peut-être en train de compter son argent et je suis venue l'interrompre. C'est ce que j'ai pensé dans ma tête. Mais après, j'ai dit que ça ne me regarde pas dans tous les cas. Je me suis assise. Il m'a offert à boire. Il m'a donné un verre de jus. J'ai commencé à boire mon jus. C'est là où il vient s'asseoir à côté de moi. Il me dit que tu es une belle fille. Vraiment, moi je t'ai vu, tu me plais. Il dit que pardon. Il me dit oui, tu me plais. Je dis mais pour la boutique alors? Il me dit non, il n'y a pas de boutique. Mais que vraiment, lui va être avec moi. Depuis, il ne fait comme observer, puisque sa maman vit là au quartier et qu'il m'a vu là. C'est pour ça qu'il a envoyé le papa là venir récupérer mon numéro. Et comme il savait, le papa savait qu'il cherchait le travail. C'est pour ça qu'ils se sont passés, ils ont mis ça devant pour dire que c'était pour le travail. Mais sinon, lui, il n'a pas de boutique et qu'il vit en Allemagne et qu'il est là juste pour un temps, que vraiment, quand il m'a vu depuis la dernière fois, je l'ai frappé à l'œil. Je regarde, je dis, bon, il me dit oui. Il dit, ok, j'ai compris. C'est là où il commence à me raconter des choses, que c'est comment, j'ai une petite amie, je suis seule. Je lui dis que, évidemment, j'avais une relation, mais c'est fini. Pour l'instant, je suis la seule. Il me dit, ok. Comme ça qu'on a commencé à un peu causer, il me racontait des choses. C'est vrai que ça fait bien longtemps, je ne peux pas tout me rappeler ce qu'il m'a dit. C'est là où je lui dis que je dois rentrer. Puisque tout ce qui était dans ma tête, moi je voulais juste partir. C'est là où je lui dis que je veux rentrer. Il me dit ok, viens voir la chambre là où je dors. Je dis non, la prochaine fois qu'il va venir, je vais voir la chambre où tu dors. Il y a une chose que j'ai oublié de souligner. Il est grand, costaud, bien baraqué là. Et moi, là où je suis, même présentement, je suis très petite. Je n'atteignais même pas en ce moment-là 50 kilos. J'étais très petite. Et vous imaginez, avec un monsieur de plus de 70 kilos, avec une fille de moins de 50 kilos, vous imaginez. Quand je lui dis que je dois rentrer, il me tient le bras. C'est comme ça qu'il me tire, il me pousse dans la chambre. Quand il me pousse dans la chambre, je dis que mais qu'est-ce qu'il y a? Il ne faut pas être pressé. On va être ensemble. J'ai compris ce que tu as dit. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que j'avais peur. J'avais peur, mais je ne voulais pas lui montrer que j'avais peur. Il me dit que non,
comment tu pars comme ça? Tu penses que tu peux entrer si tu sors comme ça? C'est là où je lui dis que non. Je vais revenir. Et quand je vais revenir, on va faire tout ce que tu veux. Mais maintenant, là, présentement, là, je ne peux rien faire avec toi. Parce que je viens de te connaître. Prenons un peu le temps de se connaître. Là, on va passer à l'étape supérieure. Il me dit non. Je vous assure qu'avant que je n'ouvre les yeux, comme j'avais un pain, mon pain n'était plus sur moi. Avant qu'il ne commence à me secouer, là, il avait déjà arraché mon pain sur moi. C'est comme ça qu'il m'a poussé sur le lit. Sans vouloir, vraiment, il a été très, très violent. Il m'a fait les rapports là. Parce que moi, je vais dire que ça, c'était même du viol. J'ai voulu crier. Quand j'ai commencé à crier, il a arrêté ma bouche. Il me dit que tu penses que qui va même t'entendre ici, là. Et c'était à l'étage. Il pense que qui va même t'entendre ici. C'est là où il a fait ce qu'il avait à faire. Quand je me suis levée, j'ai remis mon pain sur moi. Directement, je me suis dirigée vers la porte pour sortir. Il me dit que tu sors comme ça, là. Tu ne prends pas la lettre de taxi. J'ai dit non. Je me suis tournée comme ça, il regardait, j'ai fiassé, j'ai porté mes pieds, je suis partie. Quand ils sont rentrés à la maison, je n'ai dit à personne. Parce que s'il disait ça déjà à la maman, elle devait me blâmer. Elle devait dire que, mais qu'est-ce qui m'a fait partir là-bas chez lui jusqu'à qu'il fait tout ce qu'il avait à faire? Pourquoi je suis allée? Et elle avait raison. J'ai été imprudente. Je ne devais pas aller là-bas déjà que je ne le connais pas. Je ne devais pas entrer chez lui comme ça là. Je suis restée tranquille. Après 3 mois, je suis allée à l'hôpital. J'ai fait les tests. Je n'avais rien. Grâce à Dieu, j'ai dit ok. Comme je n'ai rien contacté comme maladie sexuellement transmissible, je vais faire l'effort d'oublier tout ce qui m'est arrivé et passer à autre chose. J'ai continué à vivre comme ça. Mais ce que j'ai constaté, c'est que après quelques mois, j'ai commencé à faire les couches de nuit. Chose que je ne faisais pas avant. Parce qu'avant, je n'avais pas les problèmes de couches de nuit. J'avais les couches de nuit avec la même personne, le même visage. J'ai dit que, quand je dis ça à ma mère me dit que non, il faut faire les prières de nuit, il faut faire la rukia, il faut faire les prières de nuit et réciter le Coran sur toi avant de te coucher. C'est ce que je faisais, mais les couches de nuit ne s'arrêtaient pas. C'était fréquent, c'était tout le temps. C'est devenu que quand je marchais en route, j'étais comme si j'étais invisible. Pratiquement, ça faisait 2 ans que j'ai bien calculé. Ça faisait 2 ans, donc de 2010 à 2012, j'étais invisible. Je dis que merde. Je suis quelqu'un que quand je sors, je suis toujours sollicitée, même comme je n'accepte pas souvent. Mais je suis quelqu'un de sollicité. Mais je suis maintenant, je suis comme si j'étais dans le noir en fait. C'est là où j'ai commencé à chercher. J'ai parlé de ça à un ami. Je ne vais pas le mentionner, donc je peux l'appeler, je peux lui donner comme le nom, Aboubakar. Je lui dis que voilà ce que j'ai comme souci, les couches de nuit. Et maintenant, quand je marche, même dehors, j'ai l'impression que aucun homme ne me voit. Et déjà, avec l'âge que j'ai 22 ans, mes amis, presque tous sont déjà mariés. Moi, je suis encore là à la maison. Ça me fait réfléchir. Déjà, chez nous, les Nordistes, on se marie très vite. Il me dit que non, tu as encore le temps devant toi. Mais pour les couches de nuit, il faut juste trouver l'huile d'olive avec l'ail. Tu balances à l'intérieur, ça fait 24 heures, tu commences à te oindre. J'ai dit ok. Quand il m'a dit ça, je suis allée au marché, j'ai acheté ma bouteille de l'huile d'olive. Je suis venue, j'avais l'ail à la maison, j'ai balancé 2 gousses d'ail à l'intérieur. J'ai commencé à me oindre. C'est vrai que ça sentait pas très bon, mais tout ce que moi je voulais juste arrêter de... Je voulais que les couches de nuit cessent en fait. C'était ça mon problème. Ça a fait comme si ça voulait un peu s'arrêter, mais après ça a encore continué. C'est alors là que je suis allée voir le liman à la mosquée centrale. Quand je le vois, je lui en parle, je lui dis que mais voilà, j'ai un souci. Il me dit c'est quoi ma fille? Je lui dis que non, j'ai les problèmes de couches de nuit. Et depuis, ça ne s'arrête pas. Il m'a montré comment faire les prières de consultation. Parce que chez nous, les musulmans, on a les prières de consultation. Et tu vois ça en rêve, en fait. Quand je suis rentrée, j'ai fait les prières de consultation. C'est là où je vois le monsieur. Je vois la scène que j'avais vécue quand j'étais allée chez lui. Tout. En fait, je l'ai vu. Là, comme je vous vois, là, je l'ai bien vu, là. C'est là où j'ai compris que non. Ça veut dire que ce monsieur que j'ai eu à avoir les rapports sexuels avec lui, que je n'étais même pas consentante, m'a laissé un truc. C'est là où je suis allée voir le papa. Il me dit que non, à partir de maintenant, tu dois beaucoup prier, tu dois faire
beaucoup de ruqya, c'est des sortes de prières, un peu comme comment on appelle ça chez les chrétiens, c'est la délivrance en fait. Donc, quand on commence à lire sur toi, tu peux tomber en transe, tu peux entrer dans un autre monde en fait, un peu comme si tu étais... Donc, c'est cet esprit qui te domine, qui parle en toi en fait. Donc, c'est un peu ça. Parce que quand tu es on est en train de faire la ruqya sur toi, ce qui te domine, si c'est un esprit démoniaque, si c'est un esprit, genre peut-être quelqu'un t'a fait quelque chose, ça parle en toi, mais pas avec ta voix, ça parle avec la voix de la personne. C'est là où quand il a commencé à faire la ruqya sur moi, c'est là où le monsieur parle. Il dit que je suis sa source de revenus et que il est là et que je l'appartiens. C'est là où le monsieur lui dit que mais elle t'appartient, c'est pas ta femme, tu l'as pas dotée. Et il n'y a pas de mariage entre esprit et humain. Donc, tu ne peux pas être avec elle. Tu dois la laisser. Sinon, le courant va te brûler. C'est là où il dit qu'il ne part pas. Le monsieur a commencé à lire. Mais finalement, après, à un moment, il s'est arrêté. Il m'a dit, OK, tu peux rentrer. Tu reviens encore. Il m'a donné l'eau, qu'il a récité le Coran sur ça. Un bidon de 20 litres. Il m'a donné aussi les pommades, les petites pommades que je dois me oindre avant de me coucher. Le premier jour que j'ai commencé à utiliser les pommades, à ma grande surprise, je le vois en rêve encore. Il me dit que tu penses que tu peux te débarrasser de moi. Tu ne pourras pas te débarrasser de moi. Je suis là et je serai là toujours. J'ai dit merde. C'est là où quand j'arrive chez le l'imam, puisque j'avais la séance chaque fois, une fois par semaine, j'arrive chez le l'imam, je lui dis que mais voilà ce que j'ai vu en rêve. Il dit que non, il va essayer de t'effrayer, mais il ne faut pas arrêter d'utiliser ces choses-là. C'est là où j'ai dit ok. Quand je suis rentrée, j'ai continué toujours à utiliser ce qu'il m'a donné, me laver avec l'eau, un peu, donc me rincer avec après le bain, boire et me oindre les pommades qu'il m'avait données. Au fur et à mesure que j'utilise, je ne le voyais plus en rêve. J'ai arrêté de le voir en rêve. Jusqu'à, entre-temps, je me suis casée, j'ai rencontré quelqu'un, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Mais après, puisque j'ai arrêté la ruqya sans que, parce qu'il m'avait dit que le traitement devait durer 6 mois et je devais être en stade d'observation et après, il devait me dire si c'est bon ou pas. Mais moi, brusquement, quand j'ai vu la santé, je n'avais plus de couche de nuit, j'ai arrêté tout. J'ai arrêté la ruqya, j'ai arrêté les séances de prière qu'on faisait ensemble, j'ai arrêté. Quand j'ai rencontré le monsieur, on s'est mis ensemble, j'ai eu 3 enfants. Mais maintenant, à ma grande surprise, c'était en l'an 2017-18, si ma mémoire est bonne, les couches de nuit recommencent. Et s'il vous plaît, j'ai oublié de vous dire, quand je fais les couches de nuit, je n'ai que des problèmes dans ma vie. J'ai des problèmes, j'ai commencé à avoir des problèmes avec mon partenaire. Il ne voulait plus me sentir. Et quand je le parle, juste un simple mot, peut-être que je lui pose une petite question là, il se met en colère, il commence à me gronder. Il me dit qu'il faut partir, je ne veux même plus te sentir ici. Donc en fait, c'est ce qui me possédait, qui faisait qu'il ne me voyait pas bien. Donc ça faisait que quand il me voit comme ça, physiquement comme ça, il ne me voit pas bien. Même si je n'ai rien fait, il n'avait pas... Donc, il ne se sent pas à l'aise avec moi, en fait. C'est là où je me suis remis à réfléchir. J'ai dit que, mais depuis que les couches de nuit ont recommencé, je n'ai que des problèmes dans mon couple. C'est là où je suis retournée voir le liman qui me suivait. Dieu merci, il était toujours là. Et jusqu'à présent, il est toujours là. Il me dit que non, tu n'avais pas fini la séance de la ruqya. Donc, il va falloir que tu recommences tout. C'est comme ça que j'ai recommencé. Et sans vous mentir, il y a des moments que je suis dans la maison, je sens la présence de ce monsieur. Je sens la présence de ce gars, il est là. Je le vois, je suis la seule à le voir en fait. Je dis même souvent ça à mes proches, ils sont dépassés. Je le vois comme je vois quelqu'un comme ça. Même la nuit, je le vois souvent tenu là près de moi comme ça. Il me dit, tu penses que tu vas m'échapper? Je ne pourrai pas m'échapper. Mais Dieu merci, maintenant je continue à faire les prières, puisque généralement chez nous les musulmans, quand tu as été déjà possédé soit par un djinn,
soit par un sorcier, soit peut-être tu as été touché mystiquement. Il y a des prières que tu dois faire toute ta vie. Donc je me suis réfugiée dans la prière. Je continue à prier, je continue à dormir avec le courant qui récite sur moi, soit sur mon téléphone, soit sur le woofer. Donc ça dépend. Mais c'est comme ça maintenant. Et avec la volonté de Dieu, ça va. Alhamdulillah, je n'ai pas à me plaindre puisqu'il n'arrive plus à s'approcher de moi. Donc ça fait que je suis tranquille. Donc c'est un peu ça. Et la morale de mon histoire, c'est quoi? C'est que je suis en train de vouloir faire comprendre aux filles du dehors que dans les rapports, il suffit juste d'une seule nuit, ta vie est gâchée. Parce que à force d'être, comme j'ai été touchée avec ça, j'ai fait tellement de recherches en islam. Et il y a des livres que j'ai lus que quand tu fais les rapports avec quelqu'un, tout ce qui est mauvais sur lui, vous partagez ces choses-là. S'il est possédé, s'il est dans un truc, peut-être dans une secte, peut-être dans une mauvaise posture, s'il a la malchance, s'il a un truc en lui, soit maladie, en fait, laissons même la maladie, soit les mauvais trucs en lui, peut-être, disons la malchance, des mauvais esprits, parce que généralement dans les rapports, tout s'y change. Donc quand vous faites les rapports, il faut connaître avec qui sortir. Il ne faut pas sauter comme ça, là, quand tu vois quelqu'un, tu ne le connais pas, tu te mets à être avec cette personne, parce que tu ne sais pas ce qu'il peut te donner comme de négatif dans ta vie. Après, tu vas t'étonner que tu as un certain âge, tu es assise là, tu n'as pas de mari, tu es là, pas d'enfant. Parce que dans les rapports sexuels, il y a tellement d'échanges. Et plusieurs jeunes n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris. Parce que ça m'étonne ça m'étonne vu la manière que les jeunes vivent maintenant. La plupart des jeunes, en fait. Vous comprenez? Ils s'en fichent. Ils se disent que non, c'est juste un rapport. Alors que le rapport que vous voyez, le rapport qu'on appelle rapport sexuel, là, il faut faire vraiment attention. Parce que tu vas aller coucher avec quelqu'un qu'il ne faut pas. Il ne faut pas. Soit il enlève ton étoile, soit il prend ton étoile, soit il enlève toutes tes chances. Ça devient que tu es poisseux, tu es là seulement, tu tournes en rond. Donc, ce que je suis en train de vouloir dire aux gens, c'est que la morale, vraiment, il faut faire très, très, très attention. J'ai été victime. Je continue à suivre ce traitement jusqu'à présent. Et peut-être toute ma vie, je serai toujours en train de renouveler ces choses-là pour qu'ils ne viennent plus. Donc, c'est comme ça. Il faut faire vraiment, vraiment attention. J'espère que mon histoire va sensibiliser les gens et que les gens seront à leur garde. Ils vont faire attention, un peu plus attention à leur vie. Vraiment. Donc, j'espère. Et j'espère aussi que je viens raconter l'histoire parce que c'est la première fois que je partage cette histoire et que j'espère que ça va sensibiliser les autres. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Likez, s'il vous plaît. Bonjour DMG TV. Bonjour à toute l'équipe DMG TV. J'espère que tout le monde se porte bien. Je viens de la Côte d'Ivoire, d'une ville qui est située au nord. Et je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Bon, c'était pendant la Tabaski et je vivais avec ma mère et mes frères dans un collège moderne de cette ville. Et ce collège est au centre, en ville. Et il se trouve que ma mère avait payé un mouton pour la Tabaski. La clôture du collège était un grillage. Bon, c'est-à-dire qu'on voyait au travers. Et on habitait à côté du lycée, la route, il y a une route qui traverse, c'est pas le lycée du collège.
Bon, le jour où on devait immoler le mouton, chose bizarre, non, bon, moi je n'ai rien compris, j'étais en terminale. Aujourd'hui, je travaille, ça fait 18 ans, dans une institution financière. Mais ce que on n'a pas compris, mes frères et moi, le matin de la Tabaski, on a attaché, et mes frères se sont levés très tôt pour laver le mouton et ils l'ont attaché à l'arrière-cour qui donnait sur la route qui séparait le lycée du collège. Chose bizarre, on voit un troupeau de moutons. Vous voyez dans les villes, en Côte d'Ivoire, souvent les propriétaires des moutons laissent les moutons errer dans la ville. Donc, chose bizarre, on voit un troupeau de moutons. Des moutons où il y a des femelles, des mâles. Ils sont venus s'asseoir au bord de la route, à la clôture, devant notre clôture, notre maison, puisque on était dans le lycée, il y avait plein de, comment on appelle, les éducateurs, les logements des éducateurs. Les éducateurs logeaient dans le lycée avec leur famille. Donc, on était sur une bande, toutes les maisons étaient alignées, mais c'est devant nous, notre clôture, notre maison, les moutons, le troupeau de moutons sont venus s'asseoir. Ils sont venus s'asseoir devant la clôture. Et ils regardaient le mouton, le bélier qui était attaché. Et c'est quand ils sont restés là de 8 heures, puisque la prière de la Tabaski se fait à 9 heures. Donc ils sont venus s'asseoir de 8, disons, on s'est réveillés, on les a vus assis. Ils sont venus s'asseoir jusqu'à ce qu'on immole le mouton. Bon, c'était bizarre, bon, je sais pas si c'est un truc mystique ou bien si c'est ce que ces moutons voulaient, mais vraiment c'était bizarre. C'est quand on a fini d'immoler le mouton, ils étaient en train de dépecer le mouton que je sais pas, qu'ils sont partis. Et on ne sait même pas à quel moment, puisque nous on était occupés par les travaux, donc on n'a plus fait attention à eux, mais à un moment donné, on s'est rendu compte qu'ils sont partis. Et vraiment j'étais en terminale, j'étais encore jeune fille. Aujourd'hui j'ai la cinquantaine passée, mais jusqu'à aujourd'hui cette histoire-là, mes frères et moi, souvent on en parle, on ne sait pas comment. Disons souvent c'est moi qui en parle, puisque je ne sais pas si ils ont oublié, ils étaient encore plus petits que moi. Vraiment, je sais pas si ils enviaient l'autre mouton ou bien, bon, je sais pas. Non, c'était là ma petite histoire. Et j'aimerais profiter d'une autre petite histoire, bon, je sais pas. Il y a mon père à son âme, qui, une fois, j'étais à Abidjan avec mes frères, on était tous à Abidjan. Et une fois, il nous a appelés pour nous dire qu'il y a un grand marabout qui était à Abidjan, qu'il connaissait bien, qu'il voulait qu'on aille le voir. Et comme ça, moi, j'ai dit à mes frères, bon, mes frères m'ont parlé de ça, bon, je leur ai dit au téléphone que vraiment, moi, je sais pas ce que le vieux nous veut par rapport au marabout, mais ce qui est sûr, moi, je préfère qu'on n'y aille pas. Ce qui m'a étonné, c'est que le marabout n'était pas là. Disons, mon papa n'était pas là, mes frères, je ne pense pas qu'ils aient dit ça à mon papa, à notre père, mais vraiment, notre
père nous a dit, m'a appelé un matin pour me dire que non, que le marabout dit que moi j'ai dit à mes frères de ne pas partir le voir. Je ne sais pas si vous comprenez que de dire à mon frère, que moi j'ai dit à mes frères de ne pas partir le voir. Mais comment lui l'a su que moi j'ai dit à mes frères de ne pas partir le voir? Donc je ne sais pas s'il a des radars ou bien vraiment jusqu'à aujourd'hui encore ce truc-là. Je ne sais pas. Mes frères n'ont pas fait attention, mais je leur en ai parlé, mais je ne sais pas. Eux, ils ne connaissent pas le marabout, ils n'ont pas son téléphone. Mais comment il a su que moi je leur ai dit que vraiment je n'aimerais pas qu'on aille le voir? Vraiment, cette histoire aussi m'a vraiment dépassé. Je ne sais pas comment il a fait jusqu'à aujourd'hui pour savoir que moi j'ai dit à mes frères qu'il ne faut pas qu'on aille le voir. Non, c'était là mes deux petites histoires. Bon, vraiment, je vous écoute depuis très longtemps et vraiment c'est une très très bonne initiative. On vous remercie tous les jours. Et souvent même je parle de ces histoires à mes enfants. Ils sont souvent effrayés, mais je leur dis de faire très très attention. Dans la vie, il ne faut pas qu'ils fassent confiance à tout le monde. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Merci, bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Alors, salut la team DMG. Ici, votre jeune frère Léonidas. Je viens encore ce matin, vous savez, hein, comme toujours, on dit liker, partager et surtout mettre des commentaires aussi à chaque histoire qui sont rencontrées. Parce que c'est ainsi qu'on sensibilisera aussi nos jeunes frères, nos soeurs, nos cousins, nos neveux, nos enfants même et bien d'autres personnes aussi. Donc voilà, c'est ce que je tenais à dire. Et merci encore à DMG pour le partage de toutes ces histoires que nous envoyons. Vraiment, c'est de la patience, qui prend la patience d'attendre, d'écouter, de les faire passer. Vraiment, que Dieu te bénisse, qu'il te donne le courage, qu'il te motive encore, afin que cela puisse aller de l'avant. Voilà. Bon, pour aujourd'hui, Léonidas a juste une petite histoire qui a été racontée par ma femme, bien sûr. Et cette histoire, je vais l'intituler comme ça, Pauvre petit élève. Voilà. Il se trouve que l'histoire s'est déroulée précisément dans une petite ville. Bon, pour certains, c'est un village parce que c'est une ville qu'on appelle Ara. C'est pas trop loin de Daoko, c'est dans la circoncision de Daoko en Côte d'Ivoire. Voilà. Vous savez là-bas que j'ai un collège. Il y a un collège, généralement dans les provinces ou dans les petits villages, pour faire développer le village, le gouvernement envoie quoi, la sous-préfecture, une petite mairie s'il faut, et le collège commence à arriver, bon, avant que ça devienne lycée. Donc, comme vous comprenez bien, ce collège-là, disons, accueillait vraiment une centaine d'élèves qui venaient un peu partout de la région au lieu d'aller jusqu'à Daoko là-bas. Vous comprenez? Donc, quand c'est la rentrée scolaire comme ça, on peut dire que ce petit village là, ou bien cette petite ville est vraiment peuplée par les villages, pas les élèves. Ceci étant, un bon matin, comme je viens de le dire, c'est une petite ville, un petit village qui est en train de prendre de l'ampleur, qui se développe. Du coup, un village à Agni. Voilà. Un village à Agni dans lequel ce collège a été vraiment bien construit pour recueillir ou pour accueillir toutes ces centaines d'élèves qui vont immigrer, qui vont y apprendre des choses. Et vous savez, certaines personnes, certains enfants se sont fait renvoyer ailleurs, d'autres sont les parents qui sont pas loin du village. Quand c'est comme ça, pour trouver les places, surtout pour ceux qui se sont renvoyés ailleurs, pour trouver des places, c'est un peu difficile. La ville d'Abidjan, c'est vraiment compliqué de trouver des collèges qui coûtent peut-être un peu moins cher. Donc, les parents, généralement, ils vont un peu vers l'intérieur du pays. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils inscrivent les enfants, ils trouvent une petite piole, une petite maison. Bon, ils louent des chambres dans les villages. C'est comme ça, ces villages-là, ils accueillent vraiment beaucoup de populations. Les professeurs, les maîtres, les instituteurs, disons, et les élèves y affluent. Comprenez? Mais il faut dire que il y a aussi
d'élevage qui se passe par là-bas. Et comme vous savez, chez nous en Côte d'Ivoire, généralement, dans le temps, c'est les Aoussa ou bien les Peuls qui sont derrière des bœufs. Et à chaque fois, bon, il peut y avoir une troupeau de 100 têtes, hein, ou de 200 même s'il faut. Parce que souvent, ils les font paître avant d'aller trouver un pâturage un peu plus éloigné. D'abord, ils font sortir tout le troupeau et le gars, il est là avec son chapeau melon, ou je ne sais pas comment on appelle ça, et sa baguette. Et il est là, il chasse les bœufs. On a l'impression que ces derniers-là communiquent avec ces animaux-là. Certains, chez nous, ils disent qu'ils ont le médicament, ce qui leur permet de communiquer avec ces bœufs. Que selon eux, les bœufs, bon, ils parlent le langage des bœufs. Bon, ça, c'est ce que les gens disent. Depuis nous, les petits, c'est comme ça, on a toujours appris ça. Parce qu'ils sont toujours là. Tu vois même un taureau qui est bien nerveux. Le gars, juste qu'il soulève sa baguette seulement, tu vois le taureau qui décampe. Il se rallie automatiquement. Monsieur chétif là, mince, tu vois, il y a toujours une petite goutte. Certains même, qu'est-ce qu'ils font? Ils extraient un peu le lait des vaches. Et puis bon, au passage, ils vendent. Tu comprends? Pour les moments qu'ils veulent bien acheter le lait de vache, et autres faire du lait caillé, autres là. Donc c'est comme ça ce jour-là, c'était bien sûr un lundi. Et comme je vous ai déjà dit, ce village est peuplé par la présence des élèves. Et quand il est presque l'heure comme ça pour que le cours commence, peut-être à 7h30 ou 8h, les enfants affluent. Vous voyez, il y a un troupeau de personnes qui viennent. Et c'est comme ça, pendant que les enfants affluaient, ils ont carrément croisé, ou derrière eux, selon ce que ma femme disait, derrière eux arrivait le troupeau de bœufs de peut-être 70 têtes ou 80 têtes, quelque chose de ce genre. Et le peul qui était là, ouf. Mais parmi ces troupeaux-là, il y avait, disons, un taureau qui a été comme ça, comme par enchantement, pris de rage. Je peux dire de rage, ça veut dire quoi? Parce qu'il s'est carrément éloigné du groupe, mais avec une vitesse incroyable. Et tu le voyais qui sautait un peu partout, comme les taureaux chez les Mexicains, à la manière, ils sautent comme s'il y avait quelqu'un sur son dos là. Pareil, le gars il sautait comme si on voulait le dompter, quelque chose de ce genre. Il saute. Donc l'Aoussa, là, le peul qui est derrière là, c'est même pas un peul ou Aoussa, parce que généralement ce sont les peuls là qui sont derrière. Le peul a commencé à crier, dit des mots. Arrête-toi, dans les langues là. Et certaines personnes ont commencé à crier, stop. Mais le bœuf, il a commencé à galoper, vraiment. Bon, franchement, personne ne comprenait pourquoi. Laisser carrément le troupeau, bam, en direction des élèves. Pendant que tout le monde criait, oh, arrête-toi. Les enfants, attention. Tous les enfants se sont écartés pour laisser passer le bœuf, disons. Mais parmi tous ceux-là, c'est comme si quelqu'un avait indesté le dernier, ce petit élève-là, d'une classe, je crois, de 6e ou 5e, chez un enfant. Comme si on l'avait indesté du doigt, comme ça, pour lui dire, c'est lui-là qu'il faut que tu atteignes. Et pendant que tout le monde écartait, lui, il était là. Au moment où il va se rendre, comme s'il était figé, il était tétanisé. Et le peul en question qui disait à son bœuf, il disait, bon, il parlait le langage des bœufs, là, c'est ce qu'on dit, non? Pour que le bœuf puisse s'arrêter. Mais le bœuf, c'est comme s'il ne l'entendait pas. Quitte à croire même qu'on lui avait mis un casque à l'oreille. Donc le bœuf galopait, mais en direction directe de cet élève-là. Pendant que les gens, quand certains soulèvent la main, ils changent de direction, mais il revient encore. Les amis de l'enfant ont pris la main de l'enfant, mais quitte là, le mot on va l'enlever, mon frère. La main de l'enfant, c'est-à-dire de son collègue ou de son ami de classe avec qui il causait, qui était dans sa main. Le bœuf est vraiment, dans cette vitesse-là, l'a pris par les cornes, l'a coincé directement sur la case voisine qui était là. Mais seulement lui. Et quand il a fini de le coincer, on l'a perforé de ses cornes. C'est à telle enseigne que c'est comme si, on ne sait pas. Certains diront non, il est habillé de rouge, donc comme on dit là, si tu as le rouge, le taureau il te voit, il a les yeux qui rougissent, donc il t'attaque. Non, il est habillé en kaki tout simplement, avec un sac de couleurs différentes. En fait, il n'avait rien de rouge pour dire qu'il a incité le bœuf à l'attaquer. Absolument rien. Mais il a été ciblé, comme si quelqu'un avait franchement mis, je ne sais pas, comment on dit, comme si on avait mis un objectif sur lui pour demander, il était ciblé. C'était la cible à atteindre et le bœuf allait jusqu'à le perforer des gens, atteindre l'enseigne que l'enfant était coincé sur le corps du bœuf. Le gars remue, le bœuf il remue jusqu'à il jette le corps de l'enfant par terre. Et quand il a fini de jeter le corps de l'enfant, vous voyez le bœuf qui retourne tranquillement, ça va se mettre dans le troupeau. Tout le monde est étonné. Mais c'est quoi ça encore? Et là où ça, bon, les gars appelaient la gendarmerie.
Ils ont disons, généralement, quand c'est comme ça, bon, on essaie de prendre le monsieur en question et puis bon, ils abattent le bœuf dans l'immédiat parce que mais malheureusement, parmi tous ces centaines d'enfants qui partaient là, des dizaines, plus d'une dizaine, bon, je vais dire, c'était vraiment beaucoup. L'enfant a été ciblé et c'est celui-là sur qui est tombé. Il était au mauvais moment, au mauvais endroit. Et c'est celui-ci qui est tombé, cette malédiction ou ce malheur-là. Il a été vraiment bouché par ce bœuf. Et quand le bœuf a fini de faire son forfait, bon, c'est comme si quelque chose qui était. C'est comme s'il était cajolé, un truc de ce genre-là. Il est resté calme, il est retourné, comme s'il n'y avait rien, quoi. Vraiment, les gens ont trouvé ça bizarre. Et c'est ainsi que le pauvre jeune homme a perdu la vie. Donc, vraiment, c'est pour vous dire quoi? Le pauvre petit élève qui partait, si seulement quelqu'un lui disait, fais attention, aujourd'hui ne va pas à l'école. Ou même ton malade, c'est mieux. Je crois qu'il aurait la vie sauve. Parmi tous ces centaines de l'arrivée qu'à lui, et celui-là, c'est l'enfant de quelqu'un, c'est le frère de quelqu'un, c'est le petit-fils de quelqu'un. Franchement, ça fait pitié. Quand elle m'a dit, ça veut dire que nos enfants ne sont pas en sécurité. Même en ce moment, on dit que c'est en classe. En classe, les gens peuvent les initier, les amis peuvent les initier. Même en partant même à l'école, il y a des choses qui peuvent arriver. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit toujours, priez pour vos enfants quand ils sortent. Dès qu'ils franchissent le seuil de la porte pour dire qu'ils s'en vont, priez. Parce que c'est comme ils partent en guerre. C'est comme s'ils partent en guerre. Donc, priez pour nos enfants. Confions nos enfants toujours à notre Seigneur, afin qu'ils partent et qu'ils reviennent. Comme ils sont partis, qu'ils reviennent ainsi. Dans la grâce et la protection de notre Seigneur. Et c'est tout. Vraiment, merci beaucoup. Merci encore. Partagez, likez et commentez. Et puis bon, écoutons. Et merci à DMG. C'était Léonidas pour une autre histoire. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez. Si Tom Schnezois a raconté, envoie ton histoire numéro à l'écran. On se prend demain pour une autre vidéo. Ciao.